Je n'ai jamais dit que je quitte la maison. J'ai dit simplement que peut-être que c'est la dernière fois qu'on m'entendra dans ce prétoire. Pour le reste, Dieu seul décide de l'avenir. Eh bien, c'est une nécessité que l'homme soit défendu. Il est absolument impossible à quelqu'un de comparaître devant un organisme répressif, quel qu'il soit, sans le ministère d'un avocat. Et ce procès est une illustration de ce qui peut se passer et de ce qui s'est passé. On a dit à un prévenu, pas ordinaire quelconque, un transporteur, un homme qui a 3 camions à sa disposition, de reconnaître les faits, s'agissant d'une affaire vieille de 28 ans. Il signe qu'il reconnaît et qu'il demande pardon, et il s'en va. Et il faut avoir été en garde à vue pour savoir ce que c'est. Si on vous dit de signer, vous partez. Vous n'avez pas besoin d'avocat. On vous ajoute que les avocats coûtent très cher, ce qui est absolument faux, mais on vous le dit gentiment. Vous dites oui, je reconnais, je demande pardon, et vous allez reprendre vos 3 camions et vos 7 ouvriers et vous remettre au travail. Les camions sont déjà là. Vous dites oui, vous signez, vous demandez pardon, la victime n'est même pas là puisqu'elle dit qu'elle ne veut pas vous voir, et tout est clos. Voilà le piège grotesque dans lequel mon client est tombé. Je n'accuse pas la police, ni le ministère public. Ils pensaient, et moi aussi à l'époque, que les faits étaient prescrits. Et le dossier a été mis pour faire une ordonnance de prescription. Et à ce moment, un juriste compétent et qui avait raison a dit non, nous sommes devant un crime affreux. Violer à 6 reprises une enfant de 6 ans à 11 ou 13 ans, c'est abominable, il faut instruire. Et le représentant du ministère public avait raison aussi. Et de cette série d'erreurs et de gens qui manipulaient des lois extrêmement délicates, on les remanie tous les 2 ans, tous les 3 ans dans la matière, et je comprends cela. Alors, et on les rédige dans un français abominable. Le législateur prend ses responsabilités, ou plutôt le peuple qui nomme le législateur, je le renvoie à ses responsabilités. Et c'est dans ces circonstances rocambolesques, j'ajouterais que c'était tellement rocambolesque que quand la cour et le jury, qui étaient complets le mercredi matin, on a dit à tout le monde de revenir pour la suite des affaires. Ils ont vu la suite, que c'était lundi. Un jury a raté le coche. On a donné 30 minutes au juré pour revenir. Un autre juré, d'origine haïtienne, il a peut-être mal compris le français, a lui aussi raté le coche. À 2 reprises, nous avons manqué de jury et il a fallu recourir à la procédure ordinaire. Ni rebelle en prison d'accord, en violation de la loi d'accord. Je suis avocat parce que j'ai toujours pensé que la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquait. J'ai eu contre moi tout le monde. Tout le monde, sauf 2. Le premier président de la Cour de cassation et le président de la République. Parce que même le Conseil constitutionnel s'était trompé. On pensait qu'on pouvait moduler, appliquer les lois intermédiaires en attendant de revenir à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que la France, la République française, n'a jamais quittée. Je suis partisan du respect des lois de la République
et du respect aussi des lois internationales qui, d'après la Constitution, article 55, sont supérieures aux lois internes, et même depuis la reine Nicolo, supérieures aux lois internes, qu'elles soient antérieures ou postérieures. Appliquons les droits de l'homme, appliquons les lois, voilà ma position fondamentale. Et l'on m'accuse d'être partisan de l'indépendance nationale et paradoxalement aussi d'être un adversaire de la République. Je suis pour la République et pour le respect, je ne dis pas que je suis pour les lois, et pour le respect des droits de la République et des lois internationales, et avec ça, tout le monde ira en paix. On sort vivant à la grâce de Dieu. Et j'aurai un mot pour terminer. J'ai demandé ni l'appui de mon bâtonnier, que je remercie d'être là, ni l'appui de mon ordre, que je remercie encore plus, ni l'intervention de la presse, que je salue respectueusement, mais je précise que j'ai fait une seule fois un appel au peuple, c'était le 2 mai 1943. On a tiré sur moi tant de coups de fusil et tant de coups de mitrailleuse que je ne fais plus aucun appel au peuple. Je ne tiens pas compte des victimes. J'en rendrai compte devant l'Éternel, mais je précise que c'est le 2 mai 1943 qui a permis à la Guadeloupe de prendre position pour le général de Gaulle et contre le maréchal Félon Philippe Pétain. L'Éternel se juge. Je suis à genoux dès qu'on parle de l'Éternel. Ah ben oui, je ne pouvais pas ne pas venir parce que c'est la dernière plaidoirie d'assises du bâtonnier Rhodes et évidemment c'est une époque qui se termine. Et je disais d'ailleurs que hier soir, quand on m'a annoncé cette nouvelle, j'ai eu une forte émotion que d'ailleurs je porte encore en moi aujourd'hui. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est vrai que ma génération, cette génération du barreau, là, qui a mené tant de combats, tant de grèves de cours d'assises, qui a mené vraiment, qui a tenté de faire avancer la notion de justice, qui a pris parfois beaucoup de coups aussi, mais qui est toujours allé de l'avant, eh bien, on a pu faire ça uniquement parce que, je pense, on avait un chef de file tel que le bâtonnier Rhodes, qui a toujours été là pour nous, qui nous a toujours protégés, qui a toujours alimenté ce désir de justice qu'on avait et qui était à nos côtés quand on allait au front. Et c'est une chance extraordinaire que nous avons eue parce que le barreau de la Guadeloupe a été un grand barreau et que j'espère qu'il continuera à l'être en portant justement l'image de cet homme extraordinaire qui a toujours été face à tous les défis, comment dirais-je, parfois seul, hein, quand on n'était pas encore avec nous, quand on est arrivé. C'était notre modèle, c'est encore notre modèle et c'est un grand jour plein d'émotions pour moi.